Vous n'avez rien à faire dans cette section, madame. Les places VIP sont réservées aux invités spéciaux. Le garde de sécurité désigna la porte de sortie. Je suis la mère de Marcus Williams. C'est lui le major de promotion. Sarah montra son invitation clairement marquée, rangée 4, siège 12. Regardez-vous, vous n'êtes pas le genre de famille que nous accueillons ici. Des parents riches chuchotaient et pointaient du doigt avec dégoût. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que 5 SEAL de la marine la considéraient comme leur héroïne et étaient déjà en route. Sarah Williams ajusta son blazer militaire et regarda sa montre. La cérémonie de remise des diplômes de la Riverside Academy allait commencer dans 20 minutes. Son fils Marcus était major de promotion et elle s'était promis de ne pas manquer ce moment. Elle franchit l'entrée principale, passa devant les colonnes de marbre et les compositions florales coûteuses. Les autres parents portaient des vêtements de marque et discutaient de leur résidence secondaire. Sarah sentait leur regard posé sur ses bottes usées et son blazer simple, mais elle continua d'avancer. « 4e rangée, siège 12, » murmura-t-elle en vérifiant à nouveau son invitation. Le siège était clairement marqué d'une pancarte réservée. Elle s'assit et posa son petit sac à main sur ses genoux. « Excusez-moi, madame. » Un agent de sécurité apparut à côté d'elle. « Je dois voir votre invitation. » Sarah lui tendit la carte. Il l'étudia longuement, puis regarda ses vêtements. « Cette section est réservée aux invités VIP, » dit-il d'une voix forte. Plusieurs parents se retournèrent pour regarder. « Je suis une invitée VIP, » répondit Sarah calmement. « Je suis la mère de Marcus Williams. C'est votre major de promotion. » L'agent appela son collègue. Ils se chuchotèrent à quelque chose tout en montrant Sarah du doigt. « Madame, vous devez vous rendre dans la zone réservée au public, » annonça le 2e agent. « Mon invitation indique 4e rang, siège 12, » dit Sarah en se levant lentement. Patricia Thornton, une femme blonde vêtue d'une robe coûteuse, se pencha vers son amie. « Certaines personnes ne savent vraiment pas rester à leur place, » murmura-t-elle suffisamment fort pour que Sarah l'entende. « Ne faites pas de scène, s'il vous plaît, » dit le premier garde. « Venez avec nous. » Sarah regarda autour d'elle. Des dizaines de visages blancs la fixaient. Certains semblaient mal à l'aise, mais personne ne dit rien. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je vais changer de place. » Elle se dirigea vers la sortie, suivie par les gardes. Son visage restait impassible, mais ses mains tremblaient légèrement. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que cette femme avait sauvé la vie d'un Navy SEAL 3 ans auparavant. Sarah était assise dans sa camionnette devant l'académie. Elle pouvait entendre la cérémonie commencer à l'intérieur, mais elle ne pouvait pas y retourner. Elle serrait le volant pour essayer de rester calme. Elle regarda la photo collée sur son tableau de bord. David Williams lui souriait dans son uniforme militaire. Son mari était mort depuis 10 ans, mais elle lui parlait encore tous les jours. « Je suis désolée, mon chéri, » murmura-t-elle. « Je devrais être là-bas pour voir notre fils obtenir son diplôme. » Elle se souvenait du jour où ils s'étaient rencontrés. Elle avait 20 ans et travaillait dans un garage à Détroit. David était entré en uniforme. Il avait besoin de faire réparer sa voiture avant de retourner à la base. Il était grand, sûr de lui et gentil avec tout le monde. « C'est vous le mécanicien ?» avait-il demandé, l'air surpris. « Ça vous pose un problème, soldat ?» avait-elle répondu. David avait ri. « Non, madame, je suis juste impressionné. » Il était revenu chaque semaine pendant 2 mois, trouvant toujours quelque chose à réparer sur sa voiture. Finalement, il l'avait invitée à sortir. Ils avaient parlé pendant des heures de leurs rêves. David voulait ouvrir un garage avec elle quand il quitterait l'armée. « Nous serons partenaires », avait-il dit, « dans les affaires et dans la vie. » Ils se marièrent quand elle avait 22 ans. David était stationné à proximité, et ils passèrent 3 belles années ensemble. Marcus naquit quand Sarah avait 24 ans. David était un père parfait, toujours patient et aimant. Puis l'armée l'envoya en Irak. Marcus avait 8 ans. « Je serai de retour dans 6 mois, » promit David. « Ensuite, nous ouvrirons notre garage. » 3 jours avant la date prévue de son retour, 2 soldats frappèrent à la porte de Sarah. David était mort dans l'explosion d'une bombe. Sarah essuya ses yeux et démarra le camion. Elle ne pleurerait pas aujourd'hui. C'était le jour de Marcus, et elle serait forte pour lui. Elle se rendit derrière l'école et se gara à un endroit d'où elle pouvait voir la scène à travers la clôture. Sarah regarda Marcus à travers la clôture et se remémora les années les plus difficiles de sa vie. Après la mort de David, elle avait dû élever Marcus seule.
Il n'avait que 8 ans et ne cessait de lui demander quand son papa rentrerait à la maison. « Papa est au ciel, mon chéri », lui avait-elle répondu. « Mais je suis là, je serai toujours là. » L'argent était rare. L'armée lui accordait une aide, mais cela ne suffisait pas. Sarah travaillait dans un garage pendant la journée et suivait des cours d'ingénierie le soir. Elle voulait offrir une vie meilleure à Marcus. Les autres mécaniciens n'appréciaient pas la présence d'une femme parmi eux. Les clients demandaient à parler au vrai mécanicien lorsqu'ils la voyaient. Sarah fit ses preuves jour après jour, réparant les voitures plus rapidement et mieux que les hommes. « Tu te crois trop bien pour nous », lui dit un jour son patron. « Tout ça parce que tu suis des cours chics. »« J'essaie de construire un avenir pour mon fils », répondit Sarah. À l'école, Marcus était l'un des rares enfants noirs. Sarah assistait à toutes les réunions de parents, même lorsqu'elle était fatiguée après le travail. Certains parents ne lui adressaient pas la parole. D'autres faisaient comme si elle n'existait pas. « Pourquoi les autres parents ne t'aiment pas, maman ?» demanda Marcus un jour. « Certaines personnes jugent les autres sur leur apparence, » répondit Sarah. « Mais nous savons qui nous sommes. » À l'âge de 12 ans, Marcus commença à avoir de bonnes notes. Sarah l'aidait à faire ses devoirs tous les soirs après le travail. Elle était fatiguée, mais elle ne le lui montrait jamais. « Je veux aller à l'université », lui dit Marcus. « Alors tu y iras, » répondit Sarah. « Je m'en occuperai. » Elle prit des emplois supplémentaires le week-end. Elle réparait les voitures des voisins et économisait chaque dollar. Lorsque Marcus eut 15 ans, elle l'inscrivit à la Riverside Academy. Les frais de scolarité étaient élevés, mais Marcus était suffisamment intelligent pour obtenir une bourse. Les parents riches qui assistaient aux événements scolaires faisaient Sarah se sentir petite. Ils parlèrent de leur grande maison et de leurs vacances coûteuses. Sarah portait la même robe à chaque événement, mais elle se présentait toujours. « Tu me fais honte », lui a dit Marcus un jour, quand il avait 16 ans. Ces mots l'ont blessé plus que tout, mais Sarah comprenait. C'était un adolescent qui essayait de s'intégrer. « Je suis fière de toi quoi qu'il arrive », lui a-t-elle dit. Il avait maintenant 18 ans et terminait ses études avec les honneurs. Toutes ces années de lutte en valèrent la peine. Patricia Thornton souriait en regardant les agents de sécurité escorter Sarah. Elle avait préparé ce moment depuis des semaines. En tant que présidente du conseil des parents, Patricia avait un réel pouvoir à la Riverside Academy. « Enfin », murmura-t-elle à son amie Linda, « je me demandais quand quelqu'un allait s'occuper de cette situation. » Patricia avait 45 ans et était mariée à Robert Thornton, qui possédait la moitié des immeubles du centre-ville. Elle n'avait jamais travaillé de sa vie, mais elle traitait l'école comme son royaume personnel. « Cette femme n'a jamais été à sa place ici », acquiesça Linda. « Son fils est peut-être intelligent, mais elle n'est tout simplement pas de notre genre. » Patricia observait Sarah depuis 3 ans. À chaque événement scolaire, Sarah se présentait dans la même vieille robe. Elle conduisait un camion cabossé et ne donnait jamais d'argent pour les collectes de fonds de l'école. Patricia avait décidé que Sarah nuisait à la réputation de l'école. « Les gens comme elle ne comprennent pas ce que représente cette école », avait-elle déclaré aux autres maires du conseil. « Nous avons des normes à respecter. » Le directeur James Morrison était un homme faible qui avait besoin des dons des parents riches. Lorsque Patricia suggéra que certaines familles seraient peut-être plus à l'aise dans la zone générale, il accepta sans poser de questions. « Nous voulons que toutes les familles se sentent les bienvenues », avait déclaré Morrison. « Mais nous devons également penser à notre image. » Patricia avait soigneusement planifié l'expulsion de Sarah. Elle avait dit aux agents de sécurité que des invités indésirables pourraient essayer de s'asseoir dans la section VIP. Elle n'avait jamais mentionné le nom de Sarah, mais tout le monde avait compris. « Faites preuve de discernement », avait-elle demandé aux agents. « Vous les reconnaîtrez quand vous les verrez. » Les agents de sécurité avaient été engagés par une société privée. On leur avait demandé de repérer les personnes qui n'avaient pas leur place parmi les familles importantes. Ils suivirent parfaitement les instructions de Patricia. À présent, Patricia était assise au 4e rang, à la place qui aurait dû être celle de Sarah. Elle était fière d'avoir protégé la réputation de l'école. « C'est ainsi que les choses doivent être », dit-elle à Linda. « Chacun a sa place. » Ce que Patricia ignorait, c'est que Sarah Williams avait formé certains des hommes les plus dangereux de l'armée. Dans quelques minutes, ces hommes franchiraient les portes d'entrée, et le petit monde parfait de Patricia était sur le point de s'écrouler. Sarah avait grandi à Détroit, où sa mère nettoyait les maisons des riches
et où son père travaillait dans une usine automobile. Il vivait dans un petit appartement aux murs fins et aux fenêtres cassées. « L'éducation est ta seule issue », lui répétait sans cesse sa mère. « Travaille 2 fois plus dur et tu gagneras peut-être la moitié moins. » Sarah était habile de ses mains. Alors que les autres filles jouaient à la poupée, elle réparait les jouets cassés et les radios. Son père lui apprenait le fonctionnement des moteurs quand il rentrait du travail. « Tu es intelligente, ma petite fille », lui disait-il. « Plus intelligente que la plupart des garçons que je connais. » À l'école, Sarah avait de bonnes notes, mais elle se sentait seule. Les enfants noirs lui disaient qu'elle se comportait comme une blanche, parce qu'elle étudiait beaucoup. Les enfants blancs l'ignoraient complètement. Elle a appris à se taire et à travailler seule. Lorsque Sarah a eu 19 ans, son père a perdu son emploi. L'usine a fermé et a déménagé au Mexique. Sa famille n'avait pas les moyens de lui payer des études. Alors Sarah s'est engagée dans l'armée. « J'apprendrai un métier », a-t-elle dit à ses parents. « Ensuite, je reviendrai vous aider. » Dans l'armée, Sarah est devenue mécanicienne. Elle était l'une des 3 femmes de son unité. Les hommes la traitaient comme si elle était invisible. Ils lui donnèrent les tâches les plus ingrates et ne l'invitaient jamais à manger avec eux. « Tu te crois spéciale parce que tu sais réparer des trucs ?» lui a demandé un soldat. « Tu n'es qu'une fille. » Sarah travaillait plus dur que tout le monde. Elle étudiait les manuels la nuit et s'entraînait sur du matériel cassé. Peu à peu, elle a gagné le respect de certains hommes, puis elle a rencontré David au garage de la base. Il était différent des autres. Il lui parlait comme à une personne à part entière, pas comme à une femme qui jouait aux soldats. « Tu es la meilleure mécanicienne que j'ai jamais vue », lui a dit David. Homme ou femme. Ils ont commencé à sortir ensemble, mais les autres soldats ont fait des commentaires. Certains soldats noirs pensaient que Sarah était trop bien pour eux. Certains soldats blancs pensaient que David faisait une erreur. « Vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre », a écrit quelqu'un sur le casier de David. Sarah et David les ont ignorés. Ils ont fondé leur propre famille et établi leurs propres règles. Lorsqu'ils se sont mariés, seules quelques personnes sont venues à la cérémonie. Des années plus tard, Sarah se sentait toujours comme une étrangère. Les parents riches de l'école de Marcus lui faisaient ressentir la même chose qu'à Detroit, un endroit différent, mais le même traitement. Mais Sarah avait appris quelque chose d'important. L'opinion des autres ne pouvait pas changer qui elle était. David devait rentrer à la maison le 15 mars. Sarah avait prévu une fête de bienvenue pour lui. Marcus avait fabriqué une banderole sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison, papa ». Ils allaient lancer leur entreprise de garage ensemble. Le 12 mars, le téléphone a sonné à 6h30 du matin. Sarah préparait le petit déjeuner de Marcus avant qu'il parte à l'école. « Tam Williams, ici le capitaine Rodriguez de Fort Campbell. Je dois vous parler de votre mari. » Les mains de Sarah se mirent à trembler. « Que s'est-il passé? Est-il blessé ?»« Madame, j'ai le regret de vous informer que le sergent Williams a été tué hier dans un attentat à la bombe en bord de route. Il est mort sur le coup. » Le téléphone tomba des mains de Sarah. Marcus leva les yeux de son bol de céréales. « Qu'est-ce qui se passe, maman ?» Sarah était incapable de parler. Elle ramassa le téléphone avec des doigts tremblants. « Madame, vous êtes là ?» demanda le capitaine. « Oui, » murmura Sarah. « Je suis là. 2 soldats viendront chez vous cet après-midi pour discuter des arrangements. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » Sarah raccrocha et regarda son fils de 8 ans. Comment allait-elle lui dire que son père ne rentrerait jamais à la maison? « Papa a eu un accident, » dit-elle doucement. « Il est parti au ciel. » Marcus ne comprenait pas. Il n'arrêtait pas de demander quand papa allait revenir. Sarah pleura toutes les nuits pendant des semaines, mais elle resta forte pendant la journée. Les funérailles furent des modestes. La famille de David reprochait à Sarah d'être responsable de sa mort. Ils disaient qu'il était mort parce qu'il essayait de gagner de l'argent pour elle et Marcus. La plupart de ses camarades de l'armée ne vinrent pas. Sarah était assise au premier rang avec Marcus, se sentant complètement seule. Après les funérailles, Sarah trouva la dernière lettre de David. Il l'avait écrite la veille de sa mort. « Ma belle Sarah, disait-elle, j'ai hâte de rentrer à la maison et de commencer notre nouvelle vie. Prends soin de notre fils. Fais en sorte qu'il sache que son papa l'aimait. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu peux tout faire. » Sarah garda cette lettre dans son portefeuille. Elle la lut tous les jours pendant la première année. Lorsque les choses devenaient difficiles, elle se souvenait des mots de David. « Tu peux tout faire. »
L'argent de l'assurance aidait, mais ce n'était pas suffisant. Sarah devait cumuler 2 emplois et suivre des cours du soir. Elle était tout le temps fatiguée, mais elle n'a jamais abandonné. « Je fais ça pour toi, David », disait-elle à sa photo. « Je tiens ma promesse. » 5 ans après la mort de David, la vie de Sarah a commencé à changer. Elle avait obtenu son diplôme d'ingénieur et ouvert son propre garage. Au début, les affaires marchaient mal, mais le bouche à oreille a fait connaître ses compétences. « Cette femme peut tout réparer », ont commencé à dire les clients. « Elle est meilleure que la plupart des hommes. » Sarah s'est spécialisée dans les véhicules d'urgence. Les voitures de police, les camions de pompiers et les ambulances avaient besoin de quelqu'un qui comprenait leur fonctionnement dans des situations de stress. Sarah avait appris cela dans l'armée. Un jour, un policier a amené sa voiture de patrouille endommagée à son garage. « Les autres n'ont pas réussi à trouver le problème, a-t-il dit, mais j'ai entendu dire que vous étiez la meilleure. » Sarah a trouvé le problème en 10 minutes. Le système électrique avait été endommagé lors d'une poursuite, mais elle savait exactement comment le réparer. « Comment avez-vous appris à faire ça ?» lui demanda le policier. « À l'armée », répondit Sarah, et avec beaucoup de pratique. La nouvelle se répandit dans les services de police et d'incendie. Sarah devint leur mécanicienne attitrée. Elle réparait les ambulances qui sauvèrent des vies et les camions de pompiers qui protégèrent les familles. Les anciens combattants commencèrent également à fréquenter son atelier. Ils se sentaient à l'aise avec Sarah, car elle comprenait la vie militaire. Elle leur faisait des prix honnêtes et ne les jugeait jamais. « Tu es l'une des nôtres », lui a dit un ancien marine. « Tu comprends. » Sarah a également commencé à inventer de nouvelles façons d'améliorer les véhicules d'urgence. Elle a trouvé comment améliorer le fonctionnement des moteurs et accélérer le travail des équipements. Ces idées ont aidé les premiers intervenants à mieux faire leur travail. « Tu devrais breveter ces idées », lui a suggéré son avocat. « Tu pourrais gagner beaucoup d'argent. » « Le travail est plus important que l'argent, » a répondu Sarah. « Si ça aide les gens, ça me suffit. » Sarah ne se vantait jamais de ses réalisations. Elle ne donnait pas d'interview et ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle travaillait simplement dur et aidait les gens tous les jours. Marcus était fier de sa mère, mais il ne comprenait pas vraiment à quel point elle était spéciale. Pour lui, c'était juste sa mère qui réparait des voitures. « Ma mère répare des voitures de police », disait-il à ses amis. Cela semblait simple, mais Sarah faisait bien plus que cela. Elle s'était bâtie une réputation dans des cercles que la plupart des gens ne connaissaient pas. Les policiers, les pompiers et les anciens combattants connaissaient son nom. Ils l'appelaient quand ils avaient besoin d'aide. Sarah ne le savait pas encore, mais cette réputation allait bientôt la mettre en relation avec des personnes très importantes. Il y a 3 ans, lorsque Marcus avait 15 ans, Sarah a reçu un appel étrange dans son garage. L'homme au bout du fil s'est présenté comme étant le colonel Martinez de la Garde nationale. « Madame Williams, nous lançons un programme spécial le mois prochain. Nous avons besoin d'experts civils pour aider à former nos unités. » Sarah était perplexe. Quel genre de formation? Les interventions d'urgence en milieu urbain. Votre travail avec la police et les pompiers a impressionné certaines personnes importantes. Nous aimerions que vous envisagiez de vous joindre à nous. Sarah a failli raccrocher. Cela semblait trop beau pour être vrai. « Je ne suis qu'une mécanicienne », a-t-elle répondu. « Je ne sais rien de la formation militaire. »« Vous en savez plus que vous ne le pensez », a rétorqué le colonel. « Vos idées sur les véhicules d'urgence ont sauvé des vies. Nous voulons apprendre de vous. » Sarah y réfléchit pendant une semaine. La formation aurait lieu le week-end dans une base militaire à l'extérieur de la ville. Elle travaillerait avec des civils et des soldats pour résoudre des problèmes. « Je ne sais pas si je suis qualifiée », dit Sarah au colonel lorsqu'elle le rappela. « Laissez-nous nous en occuper », répondit-il. « Venez simplement et faites ce que vous faites le mieux. » Le premier jour de Sarah à la base fut effrayant. Elle se sentait déplacée parmi tous ces uniformes et ces visages sérieux. Les autres civils étaient des médecins, des ingénieurs et des experts en situation d'urgence. « Quel est votre parcours ?» demanda une femme médecin à Sarah. « Je répare des voitures », répondit Sarah simplement. La médecin eut l'air perplexe, mais le colonel Martinez sourit. « Tara Williams sait mieux que quiconque comment faire fonctionner du matériel dans des conditions difficiles », annonça-t-il au groupe. Le programme de formation portait sur la préparation aux catastrophes dans les villes. Que se passerait-il en cas de coupure d'électricité? Comment fonctionneraient les véhicules d'urgence? Que faire si les routes étaient bloquées?
Sarah se retrouva à répondre à des questions auxquelles elle ne pensait pas pouvoir répondre. Ces années passées à réparer des objets cassés dans des situations stressantes lui avaient appris à réfléchir vite et à trouver des solutions. « Vous voyez les problèmes différemment de nous », lui dit le colonel Martinez après le premier week-end. « Vous pensez comme quelqu'un qui doit faire fonctionner les choses quoi qu'il arrive. » Sarah aimait ce défi. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'utiliser son cerveau d'une nouvelle manière. « Puis-je revenir le mois prochain ?» demanda-t-elle. « Nous l'espérions », répondit le colonel. Après 6 mois dans le programme, Sarah rencontra les Navy SEALs. Ils étaient venus à la base pour un exercice d'entraînement spécial. La plupart des civils étaient nerveux en présence de ces soldats d'élite. « Ces types sont effrayants », murmura un ingénieur. « Ils pourraient nous tuer à main nue. » Sarah n'avait pas peur. Elle avait grandi entourée d'hommes durs et avait appris à gagner leur respect par son travail, pas par la peur. Le chef de l'équipe des Navy SEAL était Jake Mitchell, un homme imposant au regard sérieux. Son équipe comprenait Tyler Johnson, le plus jeune membre, et 3 autres soldats expérimentés. « Nous devons transporter du matériel à travers une ville endommagée », expliqua Mitchell au groupe. « Les routes sont bloquées, il n'y a plus d'électricité et nous avons peu de temps. » D'autres civils ont proposé des plans compliqués nécessitant un équipement spécial. Sarah a écouté en silence, puis a levé la main. « Et si nous utilisions ce qui est déjà là ?» a-t-elle demandé. « Du matériel de construction, des camions de livraison, tout ce qui fonctionne encore. » Mitchell a semblé intéressé. « Continuez. » Sarah se leva et dessina un schéma simple au tableau. « Vous n'avez pas besoin d'un équipement parfait. Vous avez besoin d'un équipement qui fonctionne. Je peux faire fonctionner presque tout avec des outils de base. »« Prouvez-le, » dit Mitchell. Ils l'emmenèrent dans une cour remplie de véhicules hors d'usage. Sarah choisit un vieux camion militaire qui n'avait pas roulé depuis des mois. Sous le regard des SEAL, elle ouvrit le capot et se mit au travail. « La pompe à essence est morte, dit-elle, mais je peux la contourner. Le démarreur est faible, mais il fonctionnera si on le fait démarrer correctement. » En 30 minutes, le camion était en état de marche. Les SEAL étaient impressionnés. « Comment saviez-vous quoi faire ?» demanda Tyler Johnson. « Même problème, véhicule différent, » répondit Sarah. « Une fois que vous comprenez comment les choses fonctionnent, vous pouvez tout réparer. » Au cours des sessions d'entraînement suivantes, Sarah s'intégra à l'équipe. Les SEAL commencèrent à l'appeler « guide » parce qu'elle trouvait toujours une solution au problème. « Tu penses comme nous, » lui dit Mitchell. « Tu vois des solutions là où les autres voient des problèmes. » Sarah était fière. Ces hommes faisaient partie des meilleurs soldats au monde et ils respectaient ses compétences. « Tu n'es pas seulement une mécanicienne, » lui dit Tyler un jour. « Tu es une solutionneuse. » Sarah sourit. « C'est la même chose, en fait. » Dans les 2 cas, il s'agit de faire fonctionner les choses quand elles ne veulent pas. Le dernier exercice d'entraînement fut le plus difficile. Ils devaient secourir des personnes dans un immeuble de grande hauteur sous une chaleur extrême. La température dépassait les 38 degrés et tout le monde portait un équipement lourd. Sarah fut chargée de surveiller les communications depuis le rez-de-chaussée. Les SEAL montèrent aux étages supérieurs pour accomplir leur mission. 20 minutes après le début de l'exercice, Sarah entendit la voix de Tyler Johnson à la radio. Il semblait en difficulté. « J'ai vraiment chaud, » a dit Tyler. Ses mots sortaient lentement. « Johnson, faites votre rapport, » a ordonné Jake Mitchell. « Je ne peux pas réfléchir, » a répondu Tyler. Sarah connaissait cette voix. Elle l'avait déjà entendue lorsque son père travaillait dans l'usine où il faisait très chaud. Tyler était en train de faire un coup de chaleur. « Il a des problèmes, » a dit Sarah à l'opérateur radio. « De gros problèmes. »« Les secours sont au 5e étage, » répondit l'opérateur. « Ils vont s'occuper de lui. » Sarah regarda sa montre. Avec cette chaleur, Tyler n'avait peut-être pas 5 minutes à vivre. Elle attrapa un sac de glace et des bouteilles d'eau et courut vers les escaliers. « Vous ne pouvez pas monter là-haut » lui cria un garde. Sarah l'ignora. Elle devait trouver Tyler avant qu'il ne soit trop tard. Elle le trouva au 3e étage, assis contre un mur. Son visage était rouge et il respirait difficilement. Tyler était le plus jeune des SEAL. Il n'avait que 22 ans. « Tyler, regarde-moi » dit Sarah en s'agenouillant à côté de lui. Son regard était vague. Sarah avait déjà vu cela auparavant. Le corps de Tyler était en train de s'éteindre à cause de la chaleur. Sarah déchira les sacs de glace
et les enroula autour du cou et des poignets de Tyler. Elle versa de l'eau sur sa tête et le fit boire à petites gorgées. « Reste avec moi, répétait-elle. Ne ferme pas les yeux. » Pendant 10 minutes, Sarah s'efforça de faire baisser la température corporelle de Tyler. Elle utilisa toutes ses connaissances en premiers secours et en soins d'urgence. Finalement, Tyler reprit conscience. « Sarah, murmura-t-il. « Je suis là, répondit-elle. Tout va bien se passer. » Lorsque les secours sont arrivés, Tyler était stable. Le médecin a déclaré que la réactivité de Sarah lui avait sauvé la vie. 5 minutes de plus et nous l'aurions perdue, a-t-il expliqué. Ce soir-là, les 5 Navy SEAL sont venus remercier Sarah. Jake Mitchell a pris la parole au nom du groupe. « Vous avez sauvé notre frère », a-t-il déclaré. « Nous vous devons tout. » Ils offrirent à Sarah un écusson spécial sur lequel était inscrit « Guide, commandement honoraire ». C'était la plus haute distinction qu'ils pouvaient décerner à un civil. De retour à la cérémonie de remise des diplômes, Sarah était assise dans son camion et regardait à travers la clôture. La cérémonie avait commencé et elle pouvait voir Marcus sur scène avec les autres étudiants d'honneur. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Tyler Johnson. « Es-tu à la remise des diplômes de Marcus? Nous sommes tous fiers de lui. » Sarah sourit tristement et répondit « Je regarde de l'extérieur. C'est une longue histoire. » Son téléphone sonna immédiatement. C'était Jake Mitchell. « Comment ça, de l'extérieur ?» demanda Jake. « Tu n'es pas dans la section VIP ?» « Ils m'ont demandé de partir, » répondit Sarah doucement. « Ils ont dit que je n'avais pas ma place parmi les familles importantes. » Il y eut un silence au bout du fil. Puis Jake prit une voix que Sarah n'avait jamais entendue auparavant. « Ils ont fait quoi ?»« Ça va, Jake. J'ai l'habitude. Je peux voir Marcus d'ici. »« Non, Sarah, ça ne va pas. Tu as sauvé la vie de Tyler. Tu nous as tous entraînés. Tu es la personne la plus importante à cette cérémonie. » Sarah entendit des voix en arrière-plan. Jake parlait à quelqu'un d'autre. « Où es-tu exactement ?» demanda Jake. « Dans le parking derrière l'école, mais ne t'inquiète pas, c'est le grand jour pour Marcus. »« Tu as raison, c'est le grand jour pour Marcus, et sa mère devrait être au premier rang. » Jake raccrocha. Sarah regarda son téléphone, perplexe. Elle savait que les Navy SEALs étaient dispersés dans différentes bases à travers le pays. Jake était en Virginie, Tyler en Californie, et les autres encore plus loin. À l'intérieur, Patricia Thornton s'amusait beaucoup. Elle avait pris des photos depuis la place de Sarah et les avait postées sur les réseaux sociaux avec la légende « Soutien à nos diplômés ». Le directeur Morrison prononçait son discours de bienvenue. Tout se déroulait comme prévu. « Aujourd'hui, nous rendons hommage à nos meilleurs étudiants », dit Morrison. « Des jeunes qui représentent le meilleur de notre communauté. » Sarah regardait Marcus sur scène. Il avait l'air nerveux mais confiant. Elle était si fière de lui. « Je suis désolée de ne pas être là avec toi, mon chéri », murmura-t-elle. Ce que Sarah ignorait, c'est qu'à ce moment précis, 5 hommes en uniforme militaire franchissaient les portes de l'académie. Patricia Thornton était sur le point de découvrir qui était vraiment Sarah Williams. Sarah était toujours assise dans son camion lorsque 2 agents de sécurité apparurent à sa fenêtre. Ils avaient l'air en colère. « Madame, vous devez quitter les lieux immédiatement, » dit le premier agent. « Vous mettez les gens mal à l'aise. » Sarah regarda autour d'elle. Elle se trouvait sur le parking arrière, loin de la cérémonie. Personne ne pouvait la voir. « Je ne dérange personne, » répondit Sarah. « Je suis juste assise dans mon camion. »« Les ordres sont les ordres, » répliqua le deuxième agent. « Vous devez partir. » Sarah sortit lentement de son camion. « C'est une école publique. J'ai le droit d'être ici. »« Pas aujourd'hui, » dit le premier agent d'un ton autoritaire. « C'est un événement privé. » D'autres personnes présentes dans le parking commencèrent à regarder. Certaines sortirent leur téléphone et commencèrent à filmer. « Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, » dit le deuxième garde. « Remontez dans votre camion et partez. » Sarah resta sur place. « Mon fils est major de sa promotion. J'ai tout à fait le droit d'être ici. »« Écoutez, madame, » dit le premier garde, « nous savons qui vous êtes. Vous avez déjà causé des problèmes à l'intérieur. N'empirez pas les choses. » De plus en plus de gens se rassemblèrent pour regarder. Sarah sentit la honte lui brûler la poitrine. Elle n'avait rien fait de mal, mais ces gens la traitaient comme une criminelle. « Je ne partirai pas, » dit Sarah doucement. « Je vais regarder mon fils recevoir son diplôme. » Les gardes se regardèrent.
L'un d'eux parla dans sa radio. « Nous avons besoin de renforts au parking nord, dit-il. Nous avons un problème. » Quelqu'un dans la foule cria « Laissez-la tranquille, elle ne fait de mal à personne. » Mais la plupart des gens se contentèrent de regarder et d'enregistrer. Sarah avait l'impression d'être exposée, comme une sorte de fautrice de trouble. « Ça va finir sur les réseaux sociaux, » dit une femme à son amie. « Regarde-la faire un scène à une remise de diplôme. » Les mains de Sarah tremblaient, mais elle garda une voix ferme. « Je ne fais pas de scène, je veux juste voir mon fils. »« Vous auriez dû y penser avant de venir ici habillée comme ça, » dit le deuxième garde. Ces mots frappèrent Sarah comme un coup de poing. Elle baissa les yeux vers son blazer militaire et son jean propre. Il n'y avait rien de mal à ses vêtements. « Je ne suis pas habillée de façon inappropriée, » dit-elle. « Bien sûr que non, » répondit le premier garde d'un ton sarcastique. Ce que les deux gardes ignoraient, c'est que 5 Navy SEAL se trouvaient déjà à l'intérieur du bâtiment, à la recherche de Sarah Williams. À l'intérieur de la salle, le directeur Morrison présentait les élèves qui allaient en prendre la parole, lorsque 5 hommes en uniforme militaire descendirent l'allée centrale. Ils se déplaçaient comme des soldats, avec une posture parfaite et un visage sérieux. Tout le monde se retourna pour les regarder. Ces hommes étaient clairement des militaires. Mais que faisaient-ils ici? Jake Mitchell était en tête du groupe. Derrière lui marchaient Tyler Johnson, Marcus Rodriguez, Danny Chen et Alex Thompson. Tous les 5 étaient des Navy SEALs en uniforme d'apparat. Patricia Thornton murmura à son ami « Qui sont ces hommes? Ils ont l'air importants. » Les Navy SEALs ne demandèrent ni permission ni explication. Ils se dirigèrent simplement vers l'avant de la salle et se mirent au garde à vous. Le directeur Morrison s'interrompit. « Excusez-moi, messieurs, puis-je vous aider ?» Jake s'avança. « Nous cherchons Sarah Williams. On nous a dit qu'on lui avait demandé de partir. » La salle devint silencieuse. Tout le monde fixait les 5 soldats d'élite. « Je suis désolé, mais il s'agit d'une cérémonie privée, » dit Morrison nerveusement. « Je vais devoir vous demander de... »« Non, monsieur, » l'interrompit Jake. « Nous ne partirons pas avant d'avoir trouvé Sarah Williams. » Patricia sentit son estomac se nouer. Pourquoi ces militaires importants cherchaient-ils cette femme? Tyler Johnson s'avança. « Sarah Williams m'a sauvé la vie. C'est grâce à elle que je suis ici aujourd'hui. » La foule se mit à murmurer. Marcus avait l'air perplexe depuis la scène. Qui étaient ces hommes? Et pourquoi parlait-il de sa mère? « Elle nous a tous formés, » ajouta Marcus Rodriguez. « C'est l'une des personnes les plus compétentes avec lesquelles nous ayons jamais travaillé. » Le visage du directeur Morrison pâlit. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. »« Il n'y a pas de malentendu, » dit Jake fermement. « Nous savons qu'elle a été écartée de cette cérémonie. Nous voulons savoir pourquoi. » Patricia essaya de s'enfoncer davantage dans son siège. Cela ne se passait pas comme prévu. « Dans le milieu militaire, nous l'appelons guide, » dit Danny Chen. « Elle a sauvé plus de vies que n'importe qui dans cette pièce. » Les parents avaient l'air choqués. La femme qu'ils avaient vue se faire expulser était une sorte de héroïne. « Où est-elle maintenant ?» demanda Alex Thompson. Morrison regarda autour de lui, impuissant. « Je crois qu'elle est dans le parking. »« Alors c'est là que nous allons, » dit Jake. Les 5 SEALs se retournèrent et remontèrent l'allée. Toute la salle les regarda partir dans un silence stupéfait. Patricia Thornton réalisa que son plan parfait venait de tourner au cauchemar. Les 5 SEAls traversèrent le parking et trouvèrent Sarah, entourée de gardes de sécurité et de badauds. Les gens continuaient à filmer avec leur téléphone. « La voilà !» dit Jake à voix basse. Sarah leva les yeux et vit ses 5 amis marcher vers elle. Elle n'arrivait pas à croire qu'ils étaient là. « Que faites-vous ici ?» demanda Sarah à la voix tremblante. « Nous sommes venus pour la remise de diplôme de Marcus, » répondit Tyler. « Et nous sommes venus pour toi. » Les agents de sécurité reculèrent. Ces hommes étaient clairement de rang supérieur à toutes les personnes présentes. Jake se tourna vers la foule. « Cette femme est Sarah Williams. Il y a 3 ans, elle a sauvé la vie de mon coéquipier Tyler Johnson. » La foule grossissait à mesure que les gens sortirent de la cérémonie pour voir ce qui se passait. « Elle nous a tous les 5 formés aux techniques de survie, » dit Marcus Rodriguez. « Sans elle, nous ne serions pas en vie aujourd'hui. » Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne s'était pas attendue à cela. « Dans l'armée, nous l'appelons guide, » annonça Danny Chen. « Elle est respectée par toutes les unités qui ont travaillé avec elle. » L'un des agents de sécurité prit la parole.
Écoutez, nous ne faisions que notre travail. On vous a dit d'expulser une héroïne, l'interrompit Alex Thompson, quelqu'un qui a sauvé plus de vies que n'importe qui ici. La foule était stupéfaite. C'était la même femme qu'ils avaient vu se faire expulser de la cérémonie. Tyler s'avança. Sarah Williams m'a maintenu en vie alors que mon corps était en train de s'éteindre. Elle a utilisé ses mains nues et sa présence d'esprit pour me sauver la vie. Les gens commencèrent à réaliser l'erreur qu'ils avaient commise. Certains avaient l'air honteux. « Où est la personne qui a pris cette décision ?» demanda Jake d'une voix forte. Le directeur Morrison apparut au bord de la foule, l'air terrifié. « Je veux savoir pourquoi cette femme a été expulsée de la remise de diplôme de son fils », a poursuivi Jake. Morrison était incapable de parler. Derrière lui, Patricia Thornton essayait de se fondre dans la foule. « Son fils est votre major de promotion », a déclaré Tyler, « le garçon le plus intelligent de votre école. Et vous avez expulsé sa mère ?» La foule s'est tournée vers Morrison et Patricia. Leur visage était éloquent. « Ça s'arrête maintenant, » dit Jake. « Sarah Williams va retourner à l'intérieur pour voir son fils obtenir son diplôme, et elle va s'asseoir au premier rang, là où est sa place. » Les 5 SEAL formèrent un cercle protecteur autour de Sarah et se dirigèrent vers le bâtiment. Personne n'osa les arrêter. Les SEAL raccompagnèrent Sarah dans la salle de cérémonie. Tous les regards étaient rivés sur eux, tandis qu'ils avançaient dans l'allée centrale. La salle était complètement silencieuse. Le directeur Morrison se tenait à la tribune, en sueur et nerveux. « Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à faire. » Sarah sentit la main de Jake sur son épaule, lui donnant de la force. « Je tiens à présenter mes excuses à Madame Sarah Williams, » dit Morrison dans le micro. « Une terrible erreur a été commise aujourd'hui. On a demandé à Madame Williams de quitter cette cérémonie et c'était tout à fait injustifié. » La foule murmura. Certaines personnes avaient l'air honteuses. « Madame Williams n'est pas seulement la mère de notre major de promotion, c'est aussi une héroïne qui a sauvé des vies au service de notre pays. » Jake s'avança. « Sarah Williams mérite de siéger à la place d'honneur. Elle l'a mérité par son service et son sacrifice. » Morrison acquiesça rapidement. « Bien sûr, Madame Williams, veuillez prendre place au premier rang. » Sarah regarda le premier rang, où Patricia Thornton était assise. Patricia se leva lentement, le visage rouge de honte. « Je suis désolée, » murmura Patricia en se dirigeant vers un siège au fond. Sarah se dirigea vers le premier rang et s'assit. Les 5 SEAL se tinrent derrière elle comme des gardes. Sur scène, Marcus s'avança vers le micro. Il avait les larmes aux yeux. « Je devais prononcer un discours sur la réussite, » dit Marcus, « mais je voudrais plutôt vous parler de ma mère. » L'Assemblée écouta Marcus raconter les difficultés et les sacrifices de Sarah. Il expliqua qu'elle avait travaillé à 2 emplois pour payer ses études et qu'elle n'avait jamais manqué une seule réunion scolaire. « Ma mère m'a appris que la vraie force vient de l'aide que l'on apporte aux autres, » dit Marcus. « C'est la personne la plus forte que je connaisse. » L'Assemblée s'est levée et a applaudi. Sarah a pleuré pour la première fois de la journée. Marcus a reçu son diplôme et s'est dirigé droit vers sa mère. Ils se sont embrassés sous les acclamations de la foule. 3 mois plus tard, Patricia Thornton a démissionné du conseil des parents. Le directeur Morrison a mis en place de nouvelles règles pour traiter toutes les familles avec respect. Les agents de sécurité ont été licenciés. Sarah a continué à travailler discrètement. Mais désormais, la communauté savait qui elle était vraiment. Elle ne s'est jamais vantée de cette reconnaissance, mais elle n'avait plus besoin de cacher ses accomplissements. L'histoire de la cérémonie de remise des diplômes s'est répandue dans toute la ville. Elle est devenue un rappel que les héros peuvent prendre différentes formes et que le respect se mérite par le caractère et non par l'apparence. Sarah a conservé la photo de David sur son tableau de bord et a continué à le rendre fier chaque jour.